Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans les bureaux du cabinet Experts et Associés, un cabinet d'experts comptables qui est dirigé par Daniel Morosco. Nous allons aujourd'hui accueillir Adrien Duro. Adrien Duro qui est boulanger artisan sur Paris, sur un sujet qui nous intéresse particulièrement parce que c'est un sujet qui revient très régulièrement, qu'on soit en province ou qu'on soit sur Paris. C'est est-ce qu'il est toujours pertinent de pouvoir acheter ces murs? Donc Adrien a une sacrée expérience, il va pouvoir nous en parler. Euh, Tout d'abord, Daniel, est-ce que tu peux nous présenter en 2 minutes ton cabinet, ce que tu fais? Un cabinet, merci Lionel, un cabinet spécialisé en boulangerie-pâtisserie, hein, ça représente à peu près 2 tiers de notre activité. On a 2 activités, un cabinet à taille humaine et qui a pour particularité, et voilà, on le vit tous les jours avec Adrien, d'accompagner en fait les chefs d'entreprise au plus près, d'établir des marges, des ratios régulièrement, voilà, de suivre, de piloter l'entreprise avec le chef d'entreprise au quotidien. En tout cas, merci Lionel d'être présent. Merci de nous partager cet instant. Lionel, aussi une petite présentation rapide du cabinet Red Pepper Consulting, spécialisé en boulangerie-pâtisserie aussi. Tout à fait. Donc, le cabinet Red Pepper accompagne les dirigeants. Alors moi j'aime bien travailler avec Daniel parce on est très complémentaires. On a une opéra, on est sur on est comme on est là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, on a un expert comptable qui vient faire de l'analyse de chiffres sur des éléments factuels, sur des éléments vérifiés, sur lequel il va venir pousser une réflexion qui est plus ou moins importante en matière de gestion de l'entreprise et de son avenir. On a un artisan qui est au centre. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre là, qui est au centre de notre métier de et notre sur lequel, réflexion. de notre réflexion, sur lequel lui il vient imposer ses contraintes, il vient imposer sa vision, c'est son objectif personnel. Et puis le cabinet Red Pepper, lui, il a cet objectif, c'est de se dire qu'une fois qu'on s'est rencontrés, qu'on a échangé et qu'on a mis en application une vision et tous les éléments nécessaires au développement de l'entreprise, et ben, comment on le fait opérationnellement. Et donc ça, c'est mon rôle d'aller pousser un peu dans les retranchements parfois les artisans pour que leurs objectifs soient réussis. On commence. Allez, c'est parti. C'est On parti. va attaquer Adrien. Donc Adrien, alors, est-ce que déjà, toi, tu peux te présenter aussi Bien sûr. et puis nous expliquer un petit peu voilà, pourquoi aujourd'hui, quel est ton avis sur les murs et sur ce qu'on doit en faire? Bonjour à tous, merci de la présentation. Alors moi je m'appelle Adrien Duro, je suis boulanger depuis l'âge de 15 ans, fils d'artisan moi-même. Donc je me suis installé à 20 ans avec mon père dans une petite commune en milieu rural. Après je suis arrivé dans une ville à taille moyenne de la ville d'Angers, dans une grosse entreprise qu'on a fait croître de centre-ville. On a acheté nos murs à cette occasion-là, une très belle opportunité pour nous. Et on est ensuite venu à Paris par amour de l'artisanat et pour se confronter au meilleur au meilleur de notre domaine. C'est comme ça qu'on est arrivé à Paris. Pour commencer sur les murs, pour moi, oui, c'est un bon sujet que de le balayer. C'est toujours une bonne opportunité. Voilà, il faut la saisir. Il y a des avantages et des inconvénients comme partout. On va faire quelques nuances avec Daniel et Lionel pour ce sujet-là. Mais oui, pour moi, c'est une belle aventure. Moi, en plus, j'ai la chance d'être un grand privilégié dans l'acquisition qu'on a faite à Angers. On a eu un vieux bail qui nous a permis d'acheter ça pas très très cher parce que voilà, beaucoup de travaux à faire dedans. L'entreprise, comme elle connaissait une croissance, a pu supporter tout ça. On verra que c'est un des points essentiels. C'est voilà, la trésorerie, on en revient toujours, mais voilà, c'est un sujet même pour l'acquisition des murs parce qu'il y a un pourcentage à apporter lors de l'acquisition. Et même malgré tout ça, on a eu une opportunité qu'on a saisie et qui s'est avérée très fructueuse encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là. Donc un beau retour d'expérience Oui, très. qui va nous permettre d'évoquer pour, je dirais, certains de tes collègues, tes confrères, les avantages. Quels Oui. sont pour toi les avantages d'acheter des murs en fait? Alors, il y a une notion patrimoniale déjà, je pense que je te l'apprends par Daniel, il y a une notion patrimoniale dans le sens où on enrichit son patrimoine de l'acquisition, c'est une acquisition avec de l'endettement, donc on n'a pas autant d'apport à apporter que sur certaines autres acquisitions, certaines autres opérations financières. Il y a l'avantage de la sécurité par rapport à un bailleur, on n'a plus de propriétaire au-dessus de nous, on n'a pas la peur du renouvellement du bail, on a les notions de liberté d'aménagement, on peut faire tous les travaux qu'on souhaite, que ce soit d'électricité, de la remise aux normes, on n'a pas à demander quoi que ce soit. Ça, c'est important. Je pense qu'on peut peut-être, je ne sais pas, Lionel, creuser le sujet. Le fait d'être effectivement chez soi, compte tenu des multiples travaux Ouais. que vous avez à faire quand vous voulez refaire une boutique ou ne serait-ce que travailler en termes d'extraction au niveau d'une cour, etc. Le fait d'être chez soi, c'est quand même un avantage important.
Puis, si je prends mon cas de figure à moi dans la ville d'Angers, euh, il y a eu un effet de levier bancaire à l'achat parce qu'on a acheté un bien qui a pris en valeur et qu'on a acheté peu à cette époque-là. Et les travaux, on a réussi à les faire prendre en charge par la SCI car il s'agissait de plomberie, d'électricité, d'un ravalement de façade. Donc ça a augmenté le loyer, ça a augmenté de fait la valeur patrimoniale du bien. Et ce qui a été un vrai bienfait pour nous voilà, d'avoir acheté au bon prix au moment où on a fait l'acquisition et de pouvoir ensuite faire tous les aménagements dont on parle. On a refait le fournil, on a refait le laboratoire, on a tout remis aux normes, tout remis au propre, refait le magasin et ça a bénéficié en plus. Ça n'a pas que coûté à l'entreprise, ça a aussi rapporté à notre patrimoine personnel. Donc voilà, ce qui est très important, je le sais pour Lionel, de pouvoir aider à croître le patrimoine des boulangers-pâtissiers. Et quelle est la valeur locative qui est acceptable pour toi dans ton quotidien? Nous, on a des chiffres globaux, moyens, mais dans ton quotidien, avec tous ces travaux que tu as dû refaire, tu es parti d'un loyer qui allait être de combien pour finalement arriver à combien et qu'est-ce qui est pour toi absorbable? D'accord. Alors, dans mon cas de figure à moi, quand on est locataire à la ville d'Angers, on est à 1 900 € de loyer, appartement inclus. On est en hyper centre-ville, donc on est vraiment dans la zone protégée, bâtiment historique, donc avec tout ce que ça comporte. Et on est passé à 4 300 € de loyer pour le même bien. Voilà, parce on a vraiment tout refait dans l'entièreté. Après, il faut savoir que nous, on a profité d'un bail qui était extrêmement vieux, qui n'a jamais pu être décorrélé, qui n'a jamais pu être déplafonné. Donc, on est resté sur un bail qui a suivi l'inflation. Donc, comme l'inflation durant ces années-là n'a pas été extrêmement violente, on a un bail qui n'a jamais été décorrélé. Donc, quand nous, on a mené le projet en banque, l'idée était de dire, l'entreprise a connu une croissance de 100% en 4 ans, donc on était quand même juste après Covid, sur des belles plus-values quand même, de dire, voilà, on achète, l'année d'après, on revient vous voir, on refait le carrelage du sol au plafond et on donne la plus-value au bien, supporté par la SCI, et que ce soit moi, l'exploitant ou un autre exploitant, on aura le même loyer qui est absorbable par l'entreprise, je parle entre 5 et 7%. Donc on est entre 5 et 7%. L'idéal pour moi c'est entre 5 et 7. C'est Dans notre cas, on habitait au-dessus. Après, je pense que c'est une fourchette qui convient à la province, dans mon cas. C'est parce qu'on est à Paris. Oui, pour Paris, je pense qu'on sera très différent. Mais je pense que tu vas en convenir comme moi, dans un marché provincial où l'habitation au-dessus, 5 et 7, on est sur quelque chose d'assez convenable, je pense. Et d'un point de vue que nous, on a refait des travaux et on avait un bien qui était neuf avec du matériel neuf et on n'avait aucune charge à prévoir dans les 3-4 prochaines années, hormis du SAV. Donc on était, encore une fois, on était vraiment privilégié dans notre option. Tu observes quel ratio sur Paris On est plutôt dans de 8-9 minimum. D'accord. Sur la province, on essaye de ne pas dépasser les 5,20. On essaye de pas dépasser parce qu'aujourd'hui, il y a une déperdition très claire de chiffre d'affaires dû à des paniers moyens qui baissent, des clients en perte. Et aujourd'hui, ça a un impact qui est assez important. Alors, moi, quand j'annonce ces chiffres-là à mes clients, on essaie de ne pas dépasser les 5,20. Je parle encore une fois province, effectivement, pas sur Paris. Évidemment, c'est si on est propriétaire ou pas de sa SCI et des murs. Bien évidemment, si votre société peut supporter plus et vous le faire, n'hésitez pas non plus. Il n'y a pas de problème avec ça. En termes de liberté, d'aménagement, en termes de quel gain ça te donne d'être propriétaire de tes murs que tu n'aurais pas si tu étais locataire, mais aussi c'est quoi l'inconvénient? D'accord. Liberté, elle est déjà bancaire. La banque, elle vous prête beaucoup plus facilement que si vous êtes locataire quand vous dites on va refaire le magasin, parce que là déjà ça va re-rentrer dans votre poche via une autre société, c'est la SCI, mais voilà, ça reste dans un vase clos qui convient parfaitement aux banques. Je pense que Daniel va convenir de ça avec moi. Mais on a aussi les contraintes qui vont avec. Alors surtout à Paris où il y a énormément de copropriétés, s'il y a le moindre travaux, il est pour vous, que ce soit un ravalement de façade, vous aurez les tantièmes qui vous reviennent, qui sont à payer. S'il y a, vous parliez tout à l'heure des cours, tout ce qui est extraction de four et tout ça, il va falloir faire des fois même dans des copropriétés des gros travaux très lourds. Ça, c'est le gros inconvénient. Après, je veux dire, il faut vraiment connaître son marché avant d'y aller, s'assurer des coûts qui vont arriver.
la facilité, quand c'est de l'électricité et de la plomberie, on l'a sous les yeux. Quand c'est des coûts un peu plus dissimulés, c'est peut-être bon de faire appel à des experts comme le cabinet Experts et Associés qui, eux, voient beaucoup plus de dossiers que nous, que vous et moi. On est tous les trois complémentaires, je pense, et que voilà, il faut Ce que tu dis, Adrien, directement, c'est que le ticket d'entrée peut être quand même assez lourd. Oui, C'est-à-dire acquisition plus travaux, ça peut représenter un petit billet et tout le monde n'a pas ce billet-là. C'est un inconvénient Bien majeur, Et je pense. c'est là que je pense que tu rentres en jeu, dans le sens où faut faire un prévisionnel. Il ne faut pas hésiter à aller voir son expert comptable et dire voilà, est-ce qu'on peut quantifier, quand est-ce qu'on peut le faire, est-ce qu'on peut le faire. Souvent la réponse est oui, mais voilà, il y a peut-être une notion de temporalité à prendre en compte, aller présenter aux banques, ne pas se discréditer en disant on pourra tout faire et voilà, en fin de compte, ça doit être échelonné sur 3, 4, 5 ans. Ce pas des choses que les banques refusent, mais elles aiment bien être tenues au courant de. Surtout qu'il peut y avoir des coûts cachés. Mais exactement. Il faut arriver à les estimer. Voilà, C'est vraiment ça le sujet. C'est un ensemble de choses qui souvent finit par être une bonne nouvelle, mais bon, voilà, il faut quand même prendre en compte tous ces paramètres-là, sinon on se retrouve avec des coûts cachés, comme dit Daniel, qui nous expliquent. Qu'est-ce que tu peux voir comme autre inconvénient? Comme autre inconvénient, après voilà, tout à l'heure on parlait des baisses de fréquentation dans les campagnes, dans les centres-villes, dans certains lieux. Voilà, s'il y a une baisse de fréquentation, vous êtes lié à votre bail et à vos murs parce que vous en êtes propriétaire. Donc si vous voulez en partir, l'emprunt bancaire va continuer de courir. Idéalement, il faut un locataire, ou alors c'est de l'argent de perdu parce que vous n'avez plus d'emprunt, mais vous n'avez plus de rentrée non plus. Donc il y a ce truc-là. Après, dans notre cas de figure à nous, on était en hyper centre-ville, dans une rue qui s'est beaucoup dynamisée, qui a beaucoup changé. Moi, quand j'étais locataire, c'était très étudiant, et plus ça a été, plus le flux s'est rendu tardif. Les jeunes sortent beaucoup plus tard. Donc si on était resté à Angers, on aurait changé nos horaires d'ouverture pour convenir plus à notre clientèle. Maintenant, on n'est pas dans une zone qui se désertifiait, qui a changé, qui a muté, qui a évolué, qui s'est beaucoup rajeuni, donc avec une consommation qui est foncièrement différente. Je pense qu'on le voit nous, dans les boulangeries, le snacking a pris une place qu'on n'aurait insoupçonnée avant. Beaucoup moins de pain, on travaillait avec beaucoup de restaurateurs, ça nous faisait faire du gros tonnage de farine, ça restait que de la livraison. Et dans un sujet qui va être très cher aussi, c'est nous les marges, on était à 67-68%, mais avec une masse salariale qui était très très faible. On n'avait pas de livraison de restaurant, les restaurateurs venaient chercher chez nous, donc il y avait une notion où justement là le comptable, on parlait de prévisionnel tout à l'heure, est très important, qui est de dire voilà, on a un ratio total, si on prend les deux grands coûts que sont la masse salariale et les marges brutes, qui était très positif pour notre entreprise. Donc voilà, c'est une entreprise qui pouvait se permettre de se rendre propriétaire de ses biens, contrairement à si on était une affaire de campagne qui descend un peu en chiffre d'affaires, où la fréquentation baisse et tout ça. Là, je vous dirais, n'achetez surtout pas, restez libre de vos mouvements. Il y a la possibilité de vendre, de partir et d'aller sur un autre projet, ce qui des fois est peut-être un peu trop pris à la légère par certains de nos collègues. Les 68% de marge, ils n'étaient pas obligatoires, hein. On pouvait faire aussi 75 et puis avoir une masse salariale basse. Ouais, bien sûr. On avait énormément de livraisons de restaurateurs, enfin, le restaurateur qui venait chercher. Donc on a aussitôt un coût de 10%, qui 10 à 15% de remise, qui s'appliquait. 15%. Bien sûr, si on peut faire 75, c'est vachement mieux. Maintenant, après, on faisait aussi, nous, en fonction avec la réalité qui était la nôtre, entouré de bars, entouré de commerces qui servaient des jeunes, qui voulaient du pain. On avait un tonnage de 80 quintaux de farine, malgré tout. Mais voilà, il fallait accepter de faire du volume et un peu de prix. Donc, on a cassé les coûts avec des apprentis, on a cassé les coûts sur les farines. Mais voilà, on a un marché qui est moins concurrentiel en province qu'à Paris. De mon expérience, je trouve que Paris est un peu plus facile à pratiquer, même s'il y a une grosse concurrence, parce qu'on a des prix qui peuvent être un petit peu plus élevés, on a une marge qui peut être un petit peu plus facile à avoir au quotidien. Nous, aujourd'hui, on est entre 76 et 78, donc ce qui est très largement au-dessus de Angers. On a des coûts qui sont un petit peu au-dessus, que ce soit le loyer ou la masse salariale, mais je trouve, de mon expérience, pour avoir fait rural, moyenne ville et grande ville, que les grandes villes, si elles ont le vent en poupe aujourd'hui, c'est que c'est un petit peu plus facile que dans certaines petites villes. Pour en venir au mur, quels sont les autres risques, les autres inconvénients qu'on pourrait éventuellement rencontrer? Alors, la concentration des risques, l'aspect fiscal, Ouais. sur lequel, pour la petite anecdote, Daniel, l'autre jour, m'a alerté. On voulait avancer dans un autre projet sur Paris. On souhaitait vendre les murs. Et Daniel nous a alerté sur le fait que, attention, une transformation de société, de SCI en quoi que ce soit d'autre, entraînait l'impôt sur la plus-value et la flat tax qui venait derrière. Donc, le conseil était peut-être de dire, voilà, on garde les murs, on fait de l'immobilier pour de l'immobilier, on s'est concentré là-dessus, donc on garde notion d'immobilière et on ne part pas à chercher du fonds de commerce, contrairement à ce que je voulais faire initialement. Donc, c'est
un risque. Après, voilà, quand on fait des belles plus-values, il faut accepter de payer les impôts aussi. Voilà, même si on pourrait se repasser, ce serait formidable. Mais voilà, c'est important de le prendre en compte. Mais voilà, ça fait partie des risques. Et il y a la notion de mettre tous ses œufs dans le même panier. La trésorerie qu'on a allouée à l'acquisition, qu'on loue au loyer, qu'on a fait augmenter souvent quand on en est propriétaire, parce que c'est pour nous, on aurait pu l'employer dans autre chose. Donc voilà, il y a cette notion de... Voilà, faut quand même être assez sûr de ce qu'on fait. Voilà, on a des experts avec nous. Je pense qu'il faut vraiment compter sur eux et leur demander leur avis parce que voilà, ils peuvent avoir des fois une notion d'alerte que nous on n'aurait pas sur l'aspect fiscal, sur la durée de l'emprunt, la durée du truc. C'est L'engagement, hein, l'engagement, voilà. c'est l'engagement. C'est-à-dire que si la volonté après, comme toi Adrien, est d'avoir une deuxième et une troisième affaire assez rapidement, si on a mobilisé tous les fonds dans l'acquisition Ouais, des murs, dans des murs. forcément ça freine le reste du développement. Bien Hein. sûr. Ouais, ouais, c'est voilà, c'est quelque chose à prendre en compte quand même grandement. Nous, dans notre cas, si on prend le cas d'Angers, on avait une trésorerie très solide à ce moment-là. On sortait du Covid, on avait absorbé le Covid assez facilement parce que on a acheté juste avant le Covid. Le Covid nous a permis de nous faire connaître. On a mis du chômage partiel. On a vraiment structuré l'entreprise en fonction de ses besoins à ce moment-là. Sorti du Covid, les propriétaires veulent vendre les murs. On a notion de la plus-value qu'on peut y faire. On parle de plus-value d'un peu plus de 100% en réalité pour nous. On en a absolument conscience. On va voir les banques et notre banque personnelle avec laquelle on travaille, qui a les flux chez elle, le fonds, tout, me dit absolument non. Et c'est la concurrence d'autres banques qui ont accepté, mais avec des conditions qui étaient beaucoup plus chères, de faire un apport en fonds propres. Donc il a fallu que je prenne un gros salaire avec toute l'imposition qui va avec. Donc voilà, on a mis une trésorerie un peu plus... On l'a un peu fragilisée pour l'acquisition de ces murs. Encore une fois, nous, ça a été très belle expérience, je ne peux pas dire autre chose, mais voilà, il fallait accepter le risque qui allait avec. Et voilà, je pense que j'aurais aimé être un petit peu mieux conseillé peut-être par experts et associés qui n'étaient pas mon cabinet à l'époque, qui auraient pu nous dire, voilà, peut-être d'autres montages, d'autres manières de faire pour rassurer les banques et faire encore mieux que ce qu'on a fait, quoi. Même si, dans notre cas, ça s'avère être une très très belle, Un bon retour voilà, d'expérience. une très belle opportunité. Lionel, peut-être un dernier petit point. Non, moi je trouve ça très intéressant, puis c'est super sympa de se livrer comme ça, et puis d'être capable effectivement d'expliquer à tout le monde bah, que tu as fait quand même une belle plus-value, que ça a été, donc ça existe, hein, faut y penser. Moi, je suis des fois un petit peu réfractaire à l'achat des murs, ou en tout cas, c'est une réflexion que je tente à poser. Encore une fois, plus en province, on va dire, que sur la région parisienne, mais qui est de se dire, quand on a X boulangeries à vendre et qu'on la brade, alors à Paris, je pense qu'on est encore capable de vendre à peu près 100% du chiffre, ou Ouais, c'est à peu 90, près ou le cas, ouais. 105, et ainsi de Ouais. suite. En province, là, pas plus tard qu'avant-hier, j'étais en discussion pour un achat à 52% du chiffre d'affaires. Et finalement, on voit aussi la position de cet artisan qui vendait, c'était de se dire, bon, bah, je brade ma boutique parce que bah, je pars à la retraite, j'en ai marre, et puis bon, il y a tout un tas de raisons. Et puis, il y a le fait de se dire, bah, finalement, vous voulez les murs, sinon vous achetez pas ma boulangerie, bah, je vais aussi être obligé de brader. Donc, il y a vraiment une réflexion à avoir avec son expert comptable sur cette notion-là, sur le long terme et sur ce qu'on peut organiser pour être sûr de s'assurer que cet investissement qui paraît bien au départ soit pas à la fin galvaudé et finalement on retire un peu ses billes mais pas beaucoup plus, voire des fois on peut avoir un peu de perte aussi. Je peux donner une expérience personnelle, aller dans le sens de Lionel, de ce que dit Lionel, c'est que au moment où on a voulu vendre, on nous a expliqué que vendre une entreprise qui était passée de 400 à quasiment 900 000 euros de chiffre d'affaires, c'était pas si évident que ça. On s'est mis en vente et on a été racheté par un bar. Ça a été une offre sans condition, 2 ans trop tôt pour nous parce qu'il nous restait 2 ans d'emprunt. Donc voilà, avec tous les remboursements qu'on allouait par année, on payait 100 000 euros d'emprunt. Donc on a fait une croix sur 200 000 euros de capital au départ. D'où le fait de se réinstaller aussi très rapidement derrière, parce qu'on n'avait pas les mêmes billes que si on avait pu. Voilà. Maintenant, on avait fait une plus-value sur les murs, on restait propriétaire du bien, mais il y avait ce calcul-là dont tu parlais, de dire, voilà, attention, si je loupe ce train-là, lequel est le suivant, de combien on parle, est-ce qu'il aura ses prêts? Là, on était sur une offre sans condition. Donc, ouais, il y a toute une gymnastique mentale à avoir présente en tête quand même. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, bien connaître son marché. Moi, je vous déconseillerais très fortement. Je connais des personnes qui ont acheté des murs sans les avoir trop visités, ou parce que c'était la commune de leur enfance, ou parce que voilà, il y a des histoires comme ça. C'est souvent dramatique la fin parce que on n'est pas expert de son quartier, de la rue dans laquelle on achète. Moi, à Angers, j'en suis natif, j'y ai travaillé, j'y ai grandi, j'y ai fait mon apprentissage. Alors j'ai fait des allers-retours, mais c'est un quartier que je connaissais particulièrement. Quand j'ai expliqué aux gens qu'on ferait plus de chiffre d'affaires que notre concurrent qui était mieux placé
passé, tout le monde m'a pris pour fou. Je disais, mais le flux piéton n'est pas là où est placée cette personne. C'est ce qui s'est passé. Donc voilà, fort de ces constats-là, je me suis dit, bon, mon instinct est bon, des 2-3 autres feux verts, on peut y aller. Mais à la fin, il a quand même fallu que je vende 2 ans trop tôt, avec voilà, tout le manque de capital que ça comprend, avec tout ce que ça implique. Donc ouais, c'est quand même à nuancer, c'est une bonne affaire, ça peut l'être, mais il faut être sûr de ce qu'on fait, il faut prendre tous les paramètres en compte. Et je tiens à préciser une chose, c'est que nous, si on a fait tous les travaux dans la SCI, c'est que j'expliquais à la banque, voilà, aujourd'hui on faisait 750 000 cette année-là, et je dis on va continuer de progresser, on va atteindre 900 000, mais on va atteindre des chiffres que, peu importe le chiffre d'affaires que je ferai, l'offre qu'on va me fournir sera quasiment la même, parce que manque de capitaux, manque d'offres, manque de ceci, manque de cela. Donc je voulais ne pas charger la SARL pour pouvoir dire, bon, si j'ai l'opportunité de vendre, ce que j'ai fait donc juste après, je vends. Maintenant, faut bien prendre en compte que ça, c'est pas forcément à l'intérêt de la banque de tout charger sur 15 ans sur une société. Ce qui s'est passé pour nous dit très bien, mais votre société peut supporter un emprunt sur 7 ans. La SCI peut supporter un emprunt sur 7 ans. Donc, on va faire 15 pour l'acquisition d'immeubles que vous avez déjà, 7 ans pour les travaux dans la SCI et 7 ans pour les travaux dans la SARL. Donc, on arrivait sur le même, pas sur 15 ans avec zéro charge à la charge d'entreprise, mais 50-50. Donc, quand on a vendu, il y avait quand même une notion de vendre la mort dans l'âme en se disant, on vient quand même de se faire retirer 100 000 euros des travaux, du magasin, de tout ce qui s'ensuit, de choses qui avaient été étudiées en sur-mesure exprès pour rentrer dans la notion de mur. C'était le conseil de l'avocat et de l'expert de l'époque, de dire, alors, on prend bien ça en compte parce que vous avez bien la notion de dire, on voudra partir quand l'offre se présentera. C'est quand même quelque chose qu'on avait vraiment posé dès le début. En fait, on me dit souvent... quand on achète, il faut déjà penser le jour où on va vendre. Là, ça s'applique parfaitement. Quand on faisait les travaux, on pensait au jour de la vente. Et même en anticipant ça, on a quand même des paramètres assez... le vendeur, l'acheteur et surtout le financeur, la banque. Et la banque, si elle vous dit non, si elle vous dit aujourd'hui, moi je finance, mais de cette manière-là, souvent on n'a pas les fonds pour sortir 300 000 euros de travaux sans la banque. Donc, si elle vous dit c'est 7 ans et pas autrement... Et ben voilà, faut accepter d'eux. Donc voilà, faut quand même avoir des entreprises qui tournent fort, qu'on souvent voilà, un peu d'amortissement. Ça peut être une super enveloppe parce qu'on peut tout vendre dès le début ou tout acheter dès le début. C'est souvent ce qui est conseillé, parce que si vous le faites en 2 fois, on va vous redemander 3 ans d'ancienneté d'entreprise. Donc déjà, vous avez déjà capitalisé 3 ans dans votre entreprise. Donc voilà, c'est vraiment une gymnastique mentale et je pense que voilà, vos conseils sont importants dans ce genre de situation parce qu'on n'a pas forcément toujours présent toute cette gymnastique de quand je vais vendre, quand ceci, l'imposition, la fiscalité, les banques et tout ce qui convient de prendre en compte, quoi. En tout cas, voilà, merci. Je vous en Merci prie. Adrien de cet éclairage. C'est quand même assez précieux de voir que aujourd'hui, je te rejoins, Lionel, on entend souvent acheter les murs, c'est compliqué, c'est risqué. On a quelques expériences au cabinet qui se sont pas très bien passées parce qu'effectivement, paupérisation, ouverture en face, enfin voilà, il y a plein de paramètres. C'est un risque, c'est de toute façon un risque à prendre, mais voilà, vendre plus tôt, c'était pas anticipé non plus. Les 2 années de vente, c'était pas anticipé. Mais quand même, la faculté de constituer un patrimoine assez rapidement. Ça, c'est ce qu'il faut relever. La liberté aussi de faire des travaux comme on le veut, d'être chez soi. Voilà, ce sont quand même des éléments qui sont à prendre en considération. Moi, ce que j'ai noté qui m'a beaucoup plu dans ce que tu as dit, Adrien, c'est cette notion de faites un prévisionnel. C'est quelque chose qu'on ne voit pas assez. Bon, toi, tu en fais quand même quelques-uns. On en fait quand même quelques-uns, ouais. Moi, c'est quelque chose que je vois. Moi, c'est quelque chose que je vois pas assez. Ou alors, on a un prévisionnel, mais en fait, il est dans la corbeille et puis on l'a pas ouvert, on l'a pas regardé pendant très longtemps où est-ce qu'on devait aller. Donc je pense qu'effectivement c'est quelque chose sur lequel revenir. Tu avais été présent sur ces sujets aussi, Lionel, à ton niveau. Oui, c'est mon rôle de les reprendre et de les découper pour en faire des objectifs au quotidien. Tu passes derrière. Moi je vais rajouter un petit point d'attention. Dans le domaine de l'immobilier, ce que l'on vit là en ce moment, ou ce que l'on anticipe plutôt, on va dire, c'est qu'on a une baisse de la natalité en France. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui est flagrant. On fait partie désormais des pays où il y a plus de décès que de natalité dans la même année. Donc ça veut dire que sur un environnement à 10-15 ans, on peut se retrouver des fois dans des lieux qui aujourd'hui sont encore assez dynamiques, mais qui d'ici 10-15 ans, on aura peut-être des problèmes de logement.
et qui seront peut-être les problèmes inverses de ce qu'on vit aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui pour un étudiant c'est une vraie galère, faut pouvoir trouver un logement. Quand la natalité baisse, le risque dans 15 ou 20 ans, c'est peut-être d'avoir justement trop de logements et des lieux qui se vident un peu. Donc il faut vraiment avoir cette vision de prévisionnelle à long terme et s'assurer de prendre en considération ce genre d'infos. J'ai noté aussi dans ce que tu disais d'avoir cette notion qu'on pouvait avoir entre ce que ça me coûte à l'achat versus la location. Ça c'est vraiment extrêmement important. Et puis on voit que malgré une belle plus-value, ça n'a pas été si simple que ça. On voit que c'est aussi 2 ans, comme tu dis, Daniel, qui n'ont pas pu être anticipés. Ma dernière question sur ce sujet-là, c'est comment ça aurait pu être anticipé justement ces 2 ans-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait pu être fait pour pas avoir ces 100 000 € à sortir est-ce qu'il y a quelque chose où c'était non, on n'a pas eu le choix parce que la vente s'est faite comme ça, c'est précipité. Parce que c'était une belle opportunité. Voilà, c'est l'opportunité qui a l'opportunité. fait. C'est le coût des opportunités, quoi, comme on dit si bien, c'est que on a eu un acquéreur qui nous offrait de garder le matériel, donc même si on a vendu un peu moins le fonds de commerce, on avait quand même tout notre matériel dans les mains. Et puis voilà, quand la banque a imposé sa vision du financement, nous, il ne nous restait que 2 ans à encourir. On se dit, même si on prend un petit emprunt de quasiment 100 000 sur 7 ans, ça ne va pas assassiner l'entreprise, elle peut effectivement le supporter, elle le supporterait sans problème. Maintenant là, on vous conseille, nous, ce qu'on nous a dit, vous allez reprendre 30% de chiffre d'affaires, ce qui ne s'est pas passé. Parce qu'on avait déjà pris beaucoup de chiffre d'affaires avant. Voilà, il faut le prendre en compte, quoi. C'est qu'on est des fois... Je pense que c'est le biais humain de se dire ça va continuer comme ça a commencé. L'immobilier, ça va continuer comme ça a toujours été, alors que, comme tu le soulignes, dans 20 ans, les dés sont très différents et qu'il faut peut-être prendre en compte une réflexion globale. Et c'est à ça que vous savez, on doit être dans le pétrin, on doit être dans les chiffres aussi certains jours, mais voilà, l'opportunité de faire un prévisionnel, de dire et si ça arrivait, et si machin, pas perdre de vue que la réalité d'une entreprise, d'un cabinet parisien, c'est pas celle de la ville de Toulouse, d'Angers, où il y a peut-être un peu moins de monde, peut-être un peu moins de dynamisme, et où des fois une offre à 70% du chiffre d'affaires 3 ans trop tôt, c'est peut-être une offre à 45% au moment. Donc voilà, ces 25% là, il faut se dire est-ce que je suis prêt à me dire bon tant pis. Et voilà, c'est le coup d'opportunité. Une autre fois avec Daniel, dans les boutiques qu'on a visitées, on a visité une affaire où le loyer était de moins de 2%. Appartement inclus, dans une ville comme Paris. Le vendeur me dit voilà, imaginez si vous achetez des murs. Donc j'ai rien répondu à ça, j'en ai parlé après à mon avocate et je lui ai dit vous pouvez être sûr qu'à 2% jamais j'achèterai ces murs. Pour les raisons qu'on vient d'évoquer, c'est que on ne pourra pas, en étant propriétaire, garder ces 2% de loyer. Donc le coût d'achat plus tout ça, on mettrait à sac une entreprise pour une opportunité qui en fin de compte n'est pas si bonne. Mais, moi maintenant c'est quelque chose que je fais depuis des années. C'est pas le cas de tout le monde, donc c'est pour ça que des cabinets comme... Les baux sont souvent réindexés aussi. Exactement. Donc voilà, il faut quand même prendre en compte qu'il y a des experts, que ce soit toi, que ce soit Daniel, qui sont là pour nous conseiller, nous dire attention, ça te paraît super beau, peut-être que la mariée est un peu trop maquillée justement, et voilà, il faut peut-être des fois se rappeler qu'on parle de maths, 2 et 2 ça fait 4, et des fois on a envie de croire qu'il y a une retenue qui s'est cachée, mais elle n'y est pas, tout simplement, et que voilà, dans tous les confrères que j'avais à Angers, elle a pas dit ouais mais tu vas voir, il va se passer, il va machin, il va sur quelque chose, sur des boules de cristal, et qui ne se produit pas, ou donc des fois on est impopulaire à dire il faut 75% de marge, il faut autant de... mais c'est des ratios. 2 et 2 ça fait 4 et un bilan comptable, ça reste des mathématiques, quoi. Donc il y a une somme, on soustrait tout ce qu'il y a à soustraire et s'il manque à la fin, c'est pour vous, quoi. Donc se rendre propriétaire, oui, à la condition que ça rentre dans les bonnes cases avec les bons paramètres, prendre en compte que si la ville est dynamique, où est-ce qu'on est situé dans cette ville, est-ce que dans 15 ans ça aura encore ce dynamisme-là, est-ce que je serai obligé de vendre plus tôt ou pas, est-ce que les opportunités qui vont arriver ou pas, parce que aujourd'hui c'est des sujets peut-être un peu moins en Ile-de-France, je pense vraiment d'expérience, ça fait 2 ans que je travaille sur Paris avec le temps de recherche et tout ça, j'ai vraiment vu des boutiques partir à 115% en 4 jours, où tu te dis mais on voit ça qu'à Paris, et vraiment ça s'appliquerait vraiment ce jour-là.
Voilà, en province, avec des affaires, on m'a proposé une affaire à la boule quand j'ai vendu Angers. La personne était prête à vendre 40%, une affaire qui faisait 1,3 million, qui avait très peu de saison quand même, parce que c'était dans une zone assez pavillonnaire, et voilà, et on dirait, mais la personne voulait partir en retraite, et voilà, vous lui avez proposé peut-être 400 ou 500 000 euros, il serait parti, et c'est une affaire qui faisait 1,3 million. T'en croises tous les jours, et c'est ton quotidien, c'est ton quotidien, tu rayonnes pas mal en France. Enfin, j'ai même, parce qu'il nous regardera, je sais, un petit coucou à Dominique, à l'Andivisio, qui à un moment donné me disait si tu connais quelqu'un qui m'achète à 1 euro, je lui dis on arrive à des situations comme ça. Adrien, merci beaucoup pour cet échange. Je voudrais une dernière question. Adrien, il est très humble, hein, vous l'avez vu, même s'il explique très bien. Il a gagné pas mal de concours, MJB, ouais. Meilleur jeune boulanger. Où est-ce qu'on te retrouve à Paris? Où est-ce qu'on peut aller goûter tes produits? Alors, je suis dans le 10e arrondissement, donc la 96 rue du Faubourg Saint-Martin. C'est la rue de la Mairie. Je travaille en rue de la Mairie, dans une petite boulangerie qui s'appelle Le Pain des Copains. Qu'on a repris avec ma femme il y a à peine un an maintenant. J'ai une ancienne apprentie qui nous a suivis dans le projet, qui travaille avec nous à Angers, puis qui a voulu nous suivre, donc on est embarqué dans l'affaire. Donc voilà, on travaille en famille, et puis ça se passe très très bien pour le moment. Les chiffres sont là. Oui, il faut en parler. Ça se passe effectivement très bien. La qualité est au rendez-vous, l'accueil est quand même plus que favorable, c'est une belle réussite. Oui, très. Voilà, je pense que c'est un domaine qui a beaucoup d'avenir, il faut juste prendre le temps de s'appliquer. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il y a des raccourcis qui ont été pris dans le monde de la boulangerie. Je pense qu'aujourd'hui, certains de nos confrères les payent. Et il faut peut-être faire un retour en arrière, revenir à des bases 100% fait maison pour mettre l'artisanat en vue. Si tu me permettrais une parenthèse, je travaille en respectif panis, qui est un produit qui permet aux gens intolérants au gluten de mettre moins de sel, d'avoir un indice glycémique beaucoup plus bas. Quand il y a 10 ans, on a lancé cette méthode-là, on prenait pour des uluberlus, voilà, réduire les gammes, comment ça, il faut faire plein de choix, il faut ceci, il faut cela. Je pense qu'aujourd'hui, et encore plus à Paris, une gamme très courte, ça permet un meilleur roulement, ça permet moins de stock. Je l'ai convaincu là. Voilà, ça permet, donc je pense que c'est quelque chose que... Voilà, aujourd'hui on parle des murs, mais il faut aussi parler de la gestion des entreprises. Pour acheter les murs, ça sera l'occasion d'une prochaine. C'est ça. D'un prochain entretien, je pense. Ça sera avec plaisir, Adrien. Avec grand plaisir. Qu'on pourrait évoquer ce sujet plus longuement une autre fois. Avec grand plaisir. Mais voilà, je pense que c'est ton avis et que c'est important de passer par des experts, quel que soit le sujet. Vous avez un panaché dans le cadre de Daniel, peut-être 150 clients, je ne sais pas, mais voilà. Donc il y a 150 expériences livrées à un professionnel qui peut vous en transmettre. Vous avez une seule expérience et voilà, souvent c'est la nôtre et on est tendre avec elle ou pas, mais voilà, donc c'est important d'avoir des experts en plus. Tout à fait. Pas plus tard qu'hier, j'étais à Angers. J'étais à Angers, j'expliquais justement, on discutait avec un artisan qui s'est installé il y a 2 ans, alors qu'il a fait l'inverse. C'était un Parisien qui connaît. C'est un Parisien qui est parti là-bas et dans l'échange que j'avais, je lui présentais un de mes outils d'intelligence artificielle qui est capable d'analyser un bilan et les ventes en caisse. Et justement, ça revient à ce que tu disais, 170 produits. Présenté dans la boulangerie et seulement 37 qui faisaient 80% du chiffre d'affaires. Donc effectivement, c'est un vrai sujet, on en reparlera. Avec plaisir. Merci beaucoup Adrien, merci Daniel pour ce qui sera sans doute un des premiers épisodes d'une série qu'on espère assez longue parce qu'on a beaucoup de sujets. En tout cas, nous on s'y prépare avec Daniel, on a beaucoup d'artisans qui sont prêts à venir échanger. Et puis d'ailleurs, si vous êtes artisan boulanger, vous avez un sujet sur lequel vous souhaitez que l'on puisse échanger ou même qu'on puisse vous rencontrer et venir prendre la place d'Adrien, n'hésitez absolument pas. Voilà, passez une bonne journée et puis à très vite. À très bientôt. Très vite.